Alors, tout d'abord, je remercie l'association des pédiatres d'El Jadida de m'avoir invité à prendre part à leur journée scientifique et ils m'ont demandé de traiter la consultation pré-anesthésique en pédiatrie. Alors, vous savez, la consultation d'anesthésie est la première étape de la prise en charge d'un enfant pour une anesthésie, pour un acte chirurgical quelconque. Ce premier contact est essentiel et comporte plusieurs étapes d'évaluation et d'information pour l'enfant et ses parents. Les deux, il faut informer l'enfant, il faut informer les parents. L'enfant, bien sûr, quand il est au stade de comprendre, quand il n'est pas au stade de comprendre, c'est impossible. Donc, mais les parents, c'est nécessaire de les informer de tout ce qui va se passer en péropératoire et en post-opératoire. Alors, concernant la réglementation, est-ce qu'il y a une réglementation au Maroc qui impose de faire une consultation d'anesthésie? Alors, il n'y a pas de texte réglementaire au Maroc qui oblige la réalisation de consultations d'anesthésie. Mais il y a des recommandations. Et ces recommandations, c'est l'équivalent d'un texte de loi. Et ces recommandations sont recommandées par les sociétés savantes. Et parmi les sociétés savantes, c'est la Société marocaine d'anesthésie réelle qui régit nos activités. Alors, cette Société marocaine d'anesthésie réelle dit qu'il faut absolument consulter l'enfant avant de l'endormir et le consulter longtemps avant l'acte opératoire. Alors, en France, il y a une législation. Il y a des textes de loi qui imposent de voir le malade avant l'anesthésie, et c'est le décret du 5 décembre de 1994. Bon, 94, c'est pas loin par rapport à la France, bien sûr. C'est pas loin. Donc, eux aussi, ils étaient en retard par rapport à la législation concernant l'obligation de la consultation d'anesthésie. Alors, dans le cadre d'un acte programmé devant être réalisé sous anesthésie générale, loco-régionale, ou même sous sédation, même la sédation, on doit voir le malade avant. La consultation doit être réalisée plusieurs jours avant l'intervention, au moins 48 heures. Au moins 48 heures avant la réalisation du geste. Et cela par un médecin administrateur. Ce délai est très important. Pourquoi? Pour pouvoir optimiser l'état clinique du patient. Si le patient est porteur d'une pathologie chronique, il faut la traiter, il faut l'optimiser avant de passer le patient à l'acte anesthésique. Alors, la consultation d'anesthésie, il doit être suivi d'une visite pré-anesthésique. Visite pré-anesthésique la veille ou le jour de l'intervention, parce que la visite pré-anesthésique, on l'a fait soit la veille, soit le jour même de l'intervention. Pourquoi? Pour voir ce que nous avons recommandé lors de la consultation d'anesthésie, est-ce que ça a été réalisé? Pour voir aussi, est-ce que des maladies intercurrentes n'ont pas touché le patient de la période de la consultation jusqu'au jour de l'intervention. Donc, la visite pré-anesthésique est aussi fondamentale et aussi importante et obligatoire pour sécuriser le patient et sécuriser l'anesthésie du patient. Alors, bien sûr, dans cette consultation d'anesthésie, la présence de l'un des parents ou des deux parents est nécessaire. Elle est obligatoire pour leur expliquer le parcours du patient. Alors, quels sont les objectifs de la consultation d'anesthésie? Alors, les objectifs de la consultation d'anesthésie sont multiples. D'abord, évaluer l'enfant sur plan clinique. Alors, cette évaluation clinique permet d'évaluer le risque anesthésique. Est-ce que le patient court un risque anesthésique lors de l'anesthésie ou pas? Donc, c'est l'évaluation du risque anesthésique lié soit à la pathologie pour laquelle il va être opéré ou aux comorbidités associées, telles qu'un asthme ou une autre maladie qui n'ont pas été très bien gérées. Et bien sûr, cette consultation d'anesthésie, pendant laquelle on va prescrire des examens complémentaires si nécessaire, parce que les examens complémentaires ne sont pas toujours nécessaires. Donc, les examens complémentaires sont dictés par les données cliniques de la consultation d'anesthésie. Donc, hors de question
de prescrire des examens systématiques comme ça, sont rationalisés cela par un examen clinique. Donc, et puis, prescrire, définir lors de cette consultation, on va définir une stratégie anesthésique pré, per et post-opératoire. Et bien sûr, le dernier élément de cette consultation d'anesthésie, c'est informer l'enfant quand il comprend, informer les parents des différentes étapes de la prise en charge et par rapport aux procédures et aux risques et le traitement de ces risques quand ils surviennent. Et à la fin, on est obligé de recueillir le consentement éclairé des parents. Le consentement éclairé des parents, c'est quelque chose de fondamental en matière de consultation d'anesthésie. Ça, il faut toujours le recueillir. Alors, quand il s'agit d'anesthésie itérative, pour une pathologie quelconque et des actes qui sont faits d'une façon très rapprochée, est-ce qu'on est obligé de revoir le malade à chaque fois? D'après les recommandations, on n'est pas obligé de voir les malades à chaque fois pour assurer une consultation d'anesthésie, surtout lorsque le patient habite très loin, habite à Zagoura ou Lahada pour venir à Casa pour faire une consultation, sauf, voilà, exactement, sauf si la pathologie est évolutive, et dans ce cas-là, il est nécessaire de le voir. Mais là, elle insiste sur un élément important, c'est l'importance de la visite pré-anesthésique. C'est-à-dire, si on n'a pas vu le patient en consultation d'anesthésie, parce que les actes vont être rapprochés, et ce qu'on a dit pour le premier, on le redira pour le deuxième, mais la visite pré-anesthésique est importante parce que des éléments peuvent survenir entre-temps. Des infections, surtout des infections des voies aériennes. On verra cela en détail. Donc, la visite pré-anesthésique revêt une importance capitale et il faut absolument revoir ce patient avant de le ramener au bloc opératoire. Alors, bien sûr, cette consultation d'anesthésie est basée et est axée sur l'évaluation clinique du patient. C'est l'évaluation clinique qui est la plus importante et cette évaluation clinique, elle doit être précise, bien sûr, elle doit être approfondie pour approfondir l'examen. Il ne faut pas se contenter d'un examen à la hâte parce que c'est dangereux et parce qu'on risque de passer à côté de beaucoup de choses qui pouvaient avoir des impacts sur le côté anesthésique et sur le pronostic des patients. Et elle doit être aussi optimale. Alors, cette évaluation clinique, elle est axée sur les antécédents personnels et familiaux de l'enfant, et puis sur les données de l'examen clinique. Deux éléments fondamentaux, c'est les antécédents dans un premier temps, personnels et familiaux, et deuxième, c'est les données de l'examen clinique. C'est pour ça, c'est une étape fondamentale. C'est une étape fondamentale plus que d'autres choses. Alors, les antécédents, bien sûr, l'interrogatoire on va essayer d'enquérir toutes les données concernant les antécédents du patient. Alors, certains antécédents sont essentiels à préciser car ils augmentent le risque anesthésique. Parmi ces antécédents, c'est le degré de prématurité. Le degré de prématurité, c'est un élément fondamental pour pouvoir gérer le côté anesthésique sans risque. Parce que, alors, dans cette prématurité, il faut voir est-ce que le patient a été hospitalisé en réa, la durée de réanimation, la durée de ventilation mécanique si on a eu recours à la ventilation mécanique, les complications médicales telles que la maladie de membrane hyalienne, est-ce qu'il est survenu ou pas, une bronchodysplasie, les complications chirurgicales. Donc, cette prématurité est quelque chose d'important. Parce que la prématurité multiplie le risque opératoire par 2 ou 3. Il multiplie le risque opératoire par 2 ou 3 et par conséquent, il faut absolument avoir ces antécédents d'une façon approfondie. Alors pourquoi? Parce que quand on endort ce genre de patient prématuré, surtout avant la 44e semaine post-conceptionnelle. Alors, l'âge post-conceptionnel, vous le savez, vous êtes pédiatre, mais je me permets de le rappeler, c'est l'âge gestationnel plus l'âge postnatal. Donc, l'âge post-conceptionnel. Alors, plus l'âge post-conceptionnel est moins de 60 semaines d'aménorrhée, plus le risque
d'événements péropératoires est important, notamment un bronchospasme, un laryngospasme, des désaturations importantes, des œdèmes glottiques post-extubation. Ce sont des grands événements qui surviennent en péropératoire et même à l'extubation de ces patients. Donc, il faut avoir ces grands événements en tête. Et d'où l'intérêt de garder en surveillance monitorée pendant au moins 24 heures en surveillant la saturation et la survenue, parce que quand on extube ces patients prématurés avant 60 semaines d'aménorrhée en âge post-conceptionnel, ils sont exposés au risque d'apnée post-opératoire. Quand ils sont anesthésiés par de l'anesthésie générale, que ce soit les gaz halogénés ou l'anesthésie intraveineuse, ces enfants restent exposés aux apnées post-opératoires. Et ces apnées peuvent durer longtemps et peuvent retentir sur la ventilation et peuvent aboutir à des hypoxies profondes. C'est la raison pour laquelle ces enfants, quand on les opère, il faut les garder sous surveillance pendant 24 heures et une surveillance monitorée, c'est-à-dire avec surveillance de la saturation et la détection des apnées. La détection des apnées, ça veut dire qu'il faut qu'ils restent en réanimation ou là, en soins intensifs pendant 24 heures. D'où l'impossibilité de faire et d'opérer ces enfants en anesthésie ambulatoire. L'anesthésie ambulatoire, elle est contre-indiquée pour les prématurés moins de 60 semaines d'âge post-conceptionnel. Donc, c'est un élément fondamental parce que, à cause de ces apnées post-opératoires qu'ils développent. Alors, les antécédents respiratoires, bien sûr, vous le souhaitez, c'est-à-dire 60 semaines d'âge post-conceptionnel. C'est-à-dire l'âge gestationnel plus l'âge postnatal. S'il est né, par exemple, à 30 semaines, et que lui, il a 2 mois ou là, 3 mois ou là, 2 mois, 3 mois, ça fait à peu près 12 semaines. 12 plus 30, ça fait 42. 42, on est très loin de 60 semaines. Donc, le risque est multiplié par 3 quand c'est moins de 40 semaines. Et entre 40 et 60, c'est multiplié par 2. Et au-delà de 60 semaines, ils disent qu'il n'y a pas de risque. Bon, c'est pour ça, moins de 60 semaines, il faut absolument surveiller ces malades et interdire l'anesthésie ambulatoire. Alors, donc, les antécédents respiratoires, il faut voir l'asthme, le syndrome obstructif, le syndrome restrictif, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et ces éléments-là sont corrélés à l'augmentation du risque d'événements graves en post-opératoire. Donc, il faut s'enquérir de tous ces éléments et les stabiliser avant de confier le malade au chirurgien quand il ne s'agit pas d'une urgence. Quand il ne s'agit pas d'une urgence, bien entendu. Les antécédents chirurgico-anesthésiques, bien sûr, informent sur le déroulement des procédures antérieures. Est-ce qu'il a été anesthésié? Est-ce qu'il n'a pas été anesthésié? Est-ce qu'il a eu des difficultés d'intubation trachéale, qui est un élément important de la prise en charge anesthésique de cette patient? Est-ce qu'il y a eu des difficultés de ventilation au masque facial? Parce qu'il y a certaines situations chez lesquelles on trouve des difficultés à ventiler au masque, notamment le syndrome de Pierre-Robin, bon, on en parlera. Les événements péropératoires anormaux qui sont survenus au cours de l'anesthésie, c'est un élément important à rechercher lors de cet interrogatoire. Et bien sûr, sans oublier les réactions anaphylactiques, les réactions allergiques qui peuvent survenir au cours de la première ou la deuxième anesthésie. Et les allergies, vous le savez, les allergies les plus fréquentes, c'est le latex pour l'enfant, les allergies au curare et les allergies aux antibiotiques, surtout les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, parce que ces bêta-lactamines, nous les utilisons en antibioprophylaxie et par conséquent, les patients risquent de développer des allergies à ces produits. Alors, bien sûr, il faut voir d'autres complications, notamment des complications graves telles que l'hyperthermie maligne péranesthésique. Alors, l'hyperthermie maligne péranesthésique, c'est une anomalie génétique du chromosome 19 que lorsque le patient est exposé aux halogénés, que ce soit le fluotane ou autre, où il a la succédécholine qui est un curare dépolarisant, ces patients qui sont porteurs d'anomalies du chromosome 19 développent une hyperthermie maligne. Et l'hyperthermie maligne, quand il n'y a pas de traitement spécifique, le
le Dentrium, et voilà, le Dentrium, il développe des atteintes multiviscérales, notamment l'atteinte rénale, l'atteinte cardiaque, l'atteinte respiratoire, et les patients meurent. Les patients meurent, d'où l'intérêt, la nécessité d'avoir ce Dentrium dans les blocs opératoires. Ce n'est pas une réglementation, mais ça, c'est une recommandation. Alors, nausées et vomissements post-op, bien sûr, il faut les prévenir. Et surtout, lorsque vous avez un score supérieur à 2, et ce score est basé sur les éléments suivants: la chirurgie plus 30 minutes, la durée de la chirurgie plus 30 minutes, l'âge supérieur à 3 ans, la chirurgie du strabisme, des antécédents de nausées, de vomissements ou de mal de transport. Alors, quand on a un score de plus de 2, il faut prévenir ces nausées et vomissements parce qu'ils peuvent rendre la vie difficile et insupportable à l'enfant. Alors, les allergies, bien sûr, on en a parlé, c'est le contexte de la réaction allergique. Le délai après la prise de médicaments soupçonnés, qu'est-ce qu'on a fait comme prise en charge, les tests réalisés, les réactions allergiques les plus fréquemment rencontrées dans le contexte de l'anesthésie, comme je vous l'ai dit, c'est surtout les allergies aux antibiotiques, c'est surtout les curats, c'est surtout le latex. Et dès qu'un malade est endormi 2 fois avec l'utilisation de matériel à base de latex, notamment les gants, les sondes, et au bout de la deuxième utilisation, il développe des allergies au latex. C'est une réaction allergique très fréquente, il faut faire attention à cela. Les antécédents familiaux, alors certains antécédents familiaux sont importants à rechercher, notamment une myopathie chez les parents, parce que myopathie, il y a un risque d'hyperthermie associé à certains médicaments d'anesthésie quand c'est transmis à l'enfant. L'hémophilie ou maladie vibrante, risque hémorragique péropératoire, antécédents transfusionnels et éventuels effets indésirables associés à cette transfusion. Consommation de tabac chez les parents, il faut le mentionner, parce que la consommation de tabac chez les familles, chez les parents, entraîne un tabagisme passif chez l'enfant, et ce tabagisme passif entraîne une hyperréactivité bronchique. Et cette hyperréactivité bronchique peut être source de bronchospasme et de laryngospasme en péropératoire. D'où l'intérêt d'avertir les parents sur cet élément qui est important, d'éviter de contaminer l'enfant par le tabac pendant la période pré-opératoire, au moins 2 à 3 semaines. Donc les parents doivent être informés de cela. Gestion des traitements en cours. Bien sûr, il y a des enfants qui ont des maladies chroniques et qui sont sous traitement. Alors, il faut absolument gérer correctement ces médicaments. Et ces médicaments, il y a certains médicaments qu'on va arrêter, il y a des médicaments qu'on va continuer, et des médicaments qu'on va introduire. Notamment, vous savez que, par exemple, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il faut les arrêter, parce qu'ils modifient la volémie, ils modifient l'état hémodynamique péropératoire. Il faut les arrêter, les remplacer par d'autres anti-hypertenseurs. Les anticoagulants, les anti-agrégants plaquettaires, en fonction des situations, mais il faut les gérer. Les anticoagulants, par exemple, au lieu de mettre les anticoagulants par voie orale, il faut passer aux anticoagulants par voie intraveineuse, parce qu'on arrive à gérer leur durée d'action. Les anticoagulants par voie orale, c'est difficile. Alors, d'autres devant être poursuivis, comme les bêta-bloqueurs, les anticonvulsivants. Le relais est parfois nécessaire, c'est peut-être les anticoagulants, comme je vous l'ai dit. Ces modifications thérapeutiques, bien sûr, elles sont validées avec le médecin, avec le médecin référent de la pathologie. S'il s'agit d'un cardio, c'est le cardio avec lequel on discute. S'il s'agit de l'hémato, c'est avec l'hémato qu'on discute. Donc, c'est des ajustements à faire avec l'aval du médecin référent en la matière. Alors, les signes fonctionnels de l'examen physique est une étape importante. L'examen physique doit être précis, il doit être approfondi, il doit être global et il aborde appareil par appareil, sans oublier aucun appareil. Bon, en anesthésie, ce qui nous intéresse, c'est l'appareil, le cerveau, le cœur et le poumon, mais il faut voir globalement le patient dans sa totalité, pour ne pas passer à côté des choses qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'évolution. Alors, à l'examen neurologique, on évalue l'état de conscience, le développement neurologique, le retard des acquisitions, on cherchera la notion d'épilepsie et les traitements qu'il prend, sans oublier que
on est en face d'une épilepsie, il faut donner le traitement antipéleptique le matin de l'intervention. Il ne faut pas qu'il rentre au bloc sans avoir pris ces médicaments, c'est important. L'examen cardiovasculaire, bien sûr, va évaluer les tolérances à l'effort, ça on le sait, les difficultés de prise alimentaire avec cyanose, surtout chez nos nourrissons qui est suspecte d'une cardiopathie congénitale, la cassure pondérale, l'auscultation cardiaque, quelquefois, il peut trouver un souffle cardiaque. Et ce souffle cardiaque est fréquent. Il est fréquent à l'auscultation. Carrément, 30% des enfants de l'âge scolaire, ils peuvent avoir un souffle. Mais ce souffle, est-ce qu'il est organique ou anorganique? C'est la grande question. C'est la grande question. Est-ce qu'on va envoyer tous les cardiaques avec un souffle chez le cardiologue? Non. Alors, la découverte d'un souffle, dans le cas de la consultation, elle est fréquente, comme je vous l'ai dit. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est organique ou anorganique. Et dans ce cadre, l'interrogatoire revêt un intérêt particulier à la recherche s'y associer. Si vous avez un souffle cardiaque, vous avez une dyspnée d'effort, une cyanose, des malaises au cours d'efforts, on sera, le risque d'une cardiopathie sous-jacente est important. Et par conséquent, là, c'est l'intérêt d'une consultation cardiologique et du cardiopédiatre. Son apport est important. Mais on sera particulièrement attentif chez le nourrisson. Nourrisson moins d'un an, lorsqu'il présente un souffle, automatiquement, il faut le proposer au cardiologue pour qu'il le voie, qu'il l'examine, qu'il fasse une écho, qu'il fasse un ECG, qu'il fasse les explorations nécessaires pour asseoir le diagnostic et pour asseoir la prise en charge et l'optimisation avant de le confier au chirurgien quand l'intervention n'est pas urgente, bien entendu. Alors, en pratique, tout souffle franc associé à des signes orientants et pathologies cardiaques doit faire demander en préopératoire une consultation cardiaque, cardiologique chez le cardiopédiatre, et en fonction des résultats de cette consultation, la prise en charge anesthésique pourra être opérée ou là, elle peut être retardée en attendant l'amélioration de la situation clinique du patient, parce que hors de question de présenter au chirurgien un patient non équilibré, non optimisé, parce que le risque est certainement important et lorsqu'il s'agit d'anesthésie non urgente, lorsqu'il s'agit d'un acte de chirurgie non urgent. Alors, l'examen respiratoire, on évalue les signes de tolérance à l'effort, on s'aidera de consultation pneumo, fer et gaz du sang en cas d'asthme sévère déséquilibré, en cas d'un syndrome restrictif tel que la scoliose, un patient qui va être opéré pour une scoliose, il faut toujours une exploration fonctionnelle respiratoire, surtout lorsque le patient est cliniquement et présente des signes cliniques de restriction respiratoire. Syndrome d'apnée obstructive du sommeil, bien sûr. Alors, on cherchera une infection des voies aériennes supérieures ou inférieures, ou la récente. Bon, rhinorrhée, tout productif, fièvre, éternuement. On s'attardera sur la recherche de critères d'intubation difficiles. Alors, les critères, c'est surtout la distance entre le cartilage thyroïde et le menton. Chez l'enfant, quand il est inférieur à 15 mm chez le nouveau-né, quand il est inférieur à 25 mm chez le nourrisson, quand il est inférieur à 35 mm chez les enfants de plus de 10 ans, c'est des critères d'intubation difficiles. Et les réanimateurs et les anesthésistes, ils le savent, ils doivent le savoir. L'ouverture de la bouche, lorsqu'il est inférieur à 3 travers de doigts de l'enfant, c'est un facteur d'intubation difficile. La malompathie 3 ou 4, surtout pour les enfants de plus de 7 ans. C'est des éléments d'intubation difficile. Il faut absolument les détecter avant de ramener le patient au bloc opératoire. Et il faut prévoir, quelquefois, il faut intuber ces patients sous fibroscope. Parce qu'on ne pourra pas mettre le laryngoscope dans la bouche et passer la sonde d'intubation à travers la bouche. Il faut le mettre donc, par le nez à travers un fibroscope bronchique. Donc, c'est des éléments importants à savoir. Certaines situations cliniques sont pourvoyeuses d'intubation difficile. Un syndrome de Pierre-Robin. Quand il s'agit d'un Pierre-Robin, le problème d'intubation difficile, il se pose, il faut se préparer à cela. La mucopolysaccharidose avec la macroglossie, c'est un élément important. Trisomie 21, le rétrognatisme et le micrognatisme sont des situations qui prédisposent à une intubation difficile. Bien sûr, il faut toujours chercher le capital veineux chez l'enfant.
toujours chercher le capital veineux. Et le capital veineux est difficile, surtout chez les nourrissons de 6 mois à 18 mois. Ils sont potelés, et quelquefois, c'est difficile de trouver une voie veineuse, et il faut prévoir la stratégie de la recherche de la voie veineuse. Bon, généralement, c'est le dos de la main, mais quelquefois, c'est impossible, c'est le du coude, quelquefois, c'est impossible, c'est le pied, quelquefois, c'est impossible, c'est la jugulaire externe, quelquefois, c'est impossible, c'est les veines du cuir chevelu, mais quand c'est impossible, c'est la bord centrale. C'est la bord centrale, tout ça, ça se prévoit. Il ne faut pas arriver à la salle d'intervention et on ne sait rien sur la gestion du capital veineux. Alors, le score d'ASA, c'est l'American Society of Anesthesiology, c'est un score de risque anesthésique. Alors, c'est quoi ce. Alors, donc, à la fin de l'évaluation, l'ensemble des données liées à l'interrogatoire et à l'examen physique sont synthétisées par le score de l'American Society of Anesthesiology, ASA, chiffré de 1 à 5, qui permet de définir le niveau de risque anesthésique qui est corrélé à la survenue de complications et post-opératoire. C'est un score très important et nous allons le voir en haut. Alors le score, quand c'est A, c'est bon, patient normal. Quand c'est 2, patient avec une anomalie systémique, anomalie vitale, c'est-à-dire soit respiratoire, soit neurologique, soit cardiovasculaire. Bon, minime, qui ne retentit pas beaucoup sur le pronostic anesthésique. 3, anomalie systémique sévère, qui risque d'avoir des complications, soit cardiaques, soit respiratoires. 4, patients avec anomalie systémique très sévère et qui représentent une menace vitale en péropératoire. Et il faut prendre toutes ces précautions pour, bien sûr, pallier aux difficultés qui peuvent survenir en péropératoire. 5, patients moribonds dont la survie est improbable sans intervention. Il faut l'opérer, mais avec un grand risque. Et ce risque, il faut l'expliquer à la famille. Donc, c'est un score du pronostic anesthésique de patient. C'est l'ASA. Alors, examen paraclinique, alors, ils sont nécessaires en anesthésie pédiatrique. Ils ne sont pas nécessaires. Ils ne sont pas toujours nécessaires. Ce n'est pas parce que, comme on voit en privé, le malade, le chirurgien voit le malade, c'est lui qui prescrit des examens complémentaires. Or, les examens complémentaires, c'est le travail de l'administrateur, ce n'est pas le chirurgien. Et il faut absolument changer il faut arrêter avec ces techniques et ces pratiques. Je pense que la prescription des examens complémentaires, c'est l'affaire de l'administrateur, et ces examens complémentaires ne sont pas toujours nécessaires, et ils sont dictés par les données de l'examen clinique. Par contre, en pédiatrie, il y a certains examens qui dérogent un peu à cette règle. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, le bilan de la coagulation, par exemple. Le bilan de la coagulation pose des problèmes. Surtout chez les enfants avant l'âge de la marche. Avant l'âge de la marche, on sait la marche c'est 12 mois à 18 mois. Avant cet âge-là, l'enfant n'a pas encore marché, et il ne s'est pas encore fait des traumatismes, et il ne s'est pas encore fait des bleus, des échymoses, des hémarthroses, et par conséquent, c'est difficile de prévoir un problème de coagulation si on n'a pas fait le bilan. Dans ce cas-là, il faut faire un bilan. Et c'est quoi le bilan? Aussi, il y a des situations lorsque l'enfant présente des pathologies, comme par exemple des enfants qui présentent des hépatopathies, des malabsorptions, des malnutritions, maladies hématologiques, traitements anticoagulants ados. Il faut qu'ils bénéficient d'un bilan d'hémostase, d'un bilan de la coagulation. Alors, achevons le bilan d'hémostase, surtout le TP, le TCA, et la numération des plaquettes. Là, systématique, donc des situations comme ça. Il faut demander ces examens pour ne pas avoir des surprises en péropératoire et des malades on a vu des hémophiles qui n'ont pas été dépistés et qui ont commencé à saigner la rage en péropératoire. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, une bonne pratique. Il faut absolument. Ils ont fait leur vaccin. Oui. Exactement. Non circoncis. Là, le vaccin, c'est pas. Mais la circoncision, la circoncision, c'est un acte important. Si jamais il y a une hémophilie qu'on n'a pas fait attention, ils vont commencer à
C'est nul. Donc, si vous permettez, 2 minutes. Autre examen complémentaire et avis spécialisé, la numération formule, voilà, l'hylogrammes sanguin, le groupe sanguin, dosage CPK lorsqu'il s'agit de cas. Alors, le CPU, quand il s'agit de pathologie urologique, il faut absolument demander un ECBU, un ECG échocardiographe lorsqu'il s'agit d'un problème cardiaque, les EFR, le gaz du sang, lorsqu'il s'agit d'un problème respiratoire. L'ensemble de ces éléments, cliniques et paracliniques, sont recueillis et consignés dans le dossier de la consultation d'MC. Lorsqu'on voit le malade, on ouvre le dossier et tous ces examens-là doivent être tracés et consignés parce qu'actuellement, le médico-légal commence à poser des problèmes et il faut absolument être couvert par cette traçabilité de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, au terme d'évaluation clinique par clinique, deux situations. On a deux situations. Soit un enfant sain, ASA 1 ou 2, comme je vous l'ai dit, et dans ce cas-là, en principe, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Mais bon, dans la majorité des cas, la majorité des enfants sont ASA 1 ou 2. La majorité des enfants sont ASA 1 ou 2. Donc, en principe, ça ne pose pas énormément de problèmes. Alors, quand l'enfant présente une pathologie chronique ou évolutive, alors, là, dans ce cas-là, il faut demander clairement, il faut faire une demande formulée, justifiée sur le geste envisagé et le bénéfice escompté. Est-ce que le geste qu'on va proposer au patient, est-ce qu'il est vital, est-ce qu'il est important? Parce que si la pathologie évolutive est grave, le risque vital de la vie du patient peut l'emporter sur l'acte opératoire. Préciser le stade réel de l'affection ainsi que les critères éventuels de stabilité. S'il s'agit d'une cardiopathie, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il n'est pas stable? Donc, s'il s'agit d'une maladie héréditaire du métabolisme, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il n'est pas stable? Donc, il faut faire cet effort-là. Et il faut avoir une connaissance théorique. Le médecin réanimateur doit avoir une connaissance théorique parfaite sur la pathologie qui est en ses mains. Et il doit consulter la littérature pour avoir une idée précise sur la pathologie, qu'est-ce qu'il doit faire et à quoi il s'attend en termes de complications. C'est important. Et céder, bien sûr, céder des avis de spécialistes dans le pédiatre. Les pédiatres spécialistes, les cardiopédiatres, les neuropédiatres, les gastropédiatres, tous les spécialistes de pédiatrie doivent être consultés pour optimiser, pour avoir une idée précise sur la pathologie et sur la prise en charge de la pathologie. Alors, bien sûr, après, il faut informer, il faut éduquer, et il faut avoir le consentement. Informer, éduquer et avoir le consentement. Alors, la période préopératoire, il faut transmettre les informations aux parents et à l'enfant. L'étape est essentielle pour la consultation d'anesthésie. Une information doit être faite sur la technique d'anesthésie envisagée, sur le risque et les moyens de les prévenir et de traiter. Technique d'anesthésie âgée ou l'originale, et quels sont les risques de cette anesthésie. C'est important. Il faut, quand il s'agit d'une anesthésie ambulatoire, il faut d'abord voir les critères d'éligibilité de cette anesthésie ambulatoire. On ne va pas proposer l'anesthésie ambulatoire à tout le monde. Il y a un certain nombre de critères et ces critères, il faut absolument les respecter. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Alors, l'âge doit être supérieur à 6 mois. Hors de question de parler d'ambulatoire moins de 6 mois. L'âge est important. Donc, plus de 6 mois. Tu me diras, une circoncision. Tu me diras, une circoncision. Plus gros, plus simple, on va l'hospitaliser. Voilà, pour ces actes-là, je pense qu'on sera un tout petit peu indulgent. Indulgent et clément. Mais sinon, c'est plus de 6 mois, c'est là où on pose l'indication. Les recommandations. Les recommandations des sociétés savantes. Alors, le statut ASA, il faut qu'il soit ASA 1 ou 2, ou maximum 3, mais stabilisé. Maximum 3 stabilisé, 4 ou 5, hors de question de les faire en ambulatoire. Même une seule concision. Il faut qu'il soit chargé de courte durée. Il ne faut pas qu'il consomme beaucoup de drogue anesthésique parce que il consomme trop de drogue anesthésique. Courte durée, notamment moins d'une heure. Moins d'une heure, mais au-delà d'une heure, il faut se poser la question.
Gestes peu douloureux, bien sûr, et ces gestes doivent être couverts par les paliers 1 ou 2, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, paracétamol, en post-opératoire, à domicile. Et faible risque chirurgical. Faible risque chirurgical, surtout concernant le saignement. Et il y a une information spécifique qui est donnée sur le parcours du patient, les consignes d'hygiène préopératoire, on reviendra sur ça. La gestion de traitement habituel, la prémédication éventuelle, les consignes de retour à domicile, le possible report d'intervention si l'enfant est malade, la possibilité d'une hospitalisation conventionnelle devant la moindre complication péropératoire. Et il faut éduquer les parents concernant la prise en charge de la douleur à domicile. Donc, ça. Alors, information sur les règles du gène préopératoire, c'est un chapitre important. Il faut absolument que le gène préopératoire soit connu. Alors, le gène préopératoire, c'est quoi son intérêt? C'est pour éviter le risque d'inhalation à l'induction anesthésique, mais aussi au réveil. Hein. Il n'y a pas que l'induction. Il y a l'induction et il y a le réveil. Parce qu'au réveil, le réflexe de protection des voies aériennes n'est pas complètement couvert. Et au moment du geste. Exactement. Il y a un risque d'inhalation. Alors, le gène a été vu et revu, et la DARPEF, il y a l'association des instrumentateurs d'expression française. ADARPEF, association des instrumentateurs d'expression française, ils ont revu ces règles du gène dernièrement, et ils ont recommandé que pour les solides, c'est 6 heures, choix des solides. On va solide, le lait artificiel, solide, le jus avec pulpe, boisson gazeuse. Donc l'homme, c'est des solides pour la DARPEF. 6 heures simple de gel préopératoire. Le gel pour le lait maternel, c'est 4 heures. Le lait maternel, c'est 4 heures. Le lait artificiel, c'est 6 heures. Jeûne pour les liquides clairs, alors les liquides clairs, c'est 1 heure. Donc, c'était 2 heures à un certain moment. Là-bas, on est revenu à 1 heure. Choix les liquides clairs. Tout liquide transparent. Tout liquide sans bulles. Tout liquide sans particules. Tout liquide sans pulpe. Tel que l'eau, jus de pomme, ou le thé. Le thé, on peut l'utiliser. Donc, les éléments radio, on peut les prendre 1 heure avant. Liquide clair. C'est important, voilà, exactement. Il faut. C'est ça. Alors, il faut informer la famille sur les techniques sur les techniques d'anesthésie. Il faut informer l'enfant aussi sur ça. Le choix de l'induction par voie intraveineuse ou par voie inhalée dépend surtout de l'âge de l'enfant et de son choix qu'il prend. Lorsqu'il est grand, on lui demande: est-ce que tu préfères qu'on te fasse le masque et tu vas inhaler et on t'endort, ou là, tu préfères qu'on te pose d'abord la voie veineuse, on injectera des produits par cette voie, et c'est un tout petit peu douloureux la voie veineuse, donc la plupart ils te diront: je préfère le masque. Lorsqu'ils disent que je préfère le masque, on prend la voie parce que c'est plus facile, l'enfant est endormi, et il ne bouge pas, et on prend la voie tranquillement. Madame, lorsqu'il s'agit du tout petit, ou là, du grand qui préfère qu'il ne doit pas sentir la douleur. Alors, ou là, la voie intraveineuse, c'est et puis injecter le produit, et quelquefois le produit est douloureux. C'est que le propofol. Le propofol, quand tu l'injectes, les tout petits, c'est l'inhalatoire. C'est l'inhalatoire. Non, c'est l'inhalatoire d'abord. Bon, ça dépend de l'acte opératoire. Oui. Professeur, je veux jouer au méchant. Oui. Je veux demander un conseil. Très bien. Rapidement. Alors, schématiquement, les enfants plus jeunes sont schématiquement anesthésiés par induction par voie inhalée avec un gaz halogéné. Les enfants plus âgés, c'est la voie intraveineuse. De même, l'anesthésie, quand il s'agit d'une anesthésie loco-régionale, il faut l'expliquer à l'enfant. Alors, généralement, l'anesthésie loco-régionale se fait en complément d'une sédation ou d'une anesthésie générale, mais quand l'enfant est grand et qu'il est compréhensif et qu'il est coopérant, on peut faire une anesthésie loco-régionale isolée. Mais même chez le tout petit,
quand il est prématuré, un grand prématuré, et qu'il a une hernie inguinale, et qu'il a moins de 60 secondes, moins de 60 semaines d'âge post-conceptionnel, on prend une rachianesthésie pour une hernie inguinale. Rachianesthésie isolée, seule, sans d'anesthésie générale. Alors, il faut information, c'est une condition de report de l'intervention. Certains symptômes sont associés à des complications péropératoires importantes, notamment l'enfant enrhumé. L'enfant enrhumé, ça pose problème. J'imagine que vous recevez des enfants de la part des anesthésistes, et vous dites, alors cet enfant, est-ce qu'on le. Qu'est-ce que vous pensez? C'est frustrant, mais. Voilà, c'est frustrant, mais. Alors, c'est frustrant. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité du patient. Le chirurgien, on s'en fout, c'est la sécurité du patient. Ce qui nous intéresse, c'est la sécurité du patient. C'est la sécurité du patient. Et par conséquent, il y a un certain nombre de choses à respecter. Alors, ces éléments, c'est la fièvre, c'est la toux productive, c'est les poumons nasales purulents, c'est les râles bronchiques. En présence de ces symptômes, les parents doivent être informés du risque de report. Et ce risque de report, il est géré par le rapport bénéfice-risque et par l'urgence de l'intervention. S'il s'agit de l'urgence, on n'a pas le droit, même si les sécrétions purulentes, il faut endormir avec prise de précautions nécessaires. Mais si l'intervention est programmée, il faut prendre son temps et faire prévaloir la sécurité du patient avant tout. Alors voilà, c'est la dernière recommandation d'IALI, la DERPEF, l'Association des extrémateurs d'expression française, qui dit que lorsque vous avez une infection des voies aériennes supérieures, s'il y a infection des voies aériennes supérieures légères, ça veut dire quoi légère? Rhinorrhée claire, tout sèche. Alors dans ce cas-là, c'est en bas, c'est l'Alger, ok pour l'anesthésie générale, mais à certaines conditions. Il faut que l'équipe d'anesthésie soit expérimentée, il ne faut pas que le dernier qui fait l'adulte qui vient endormir, c'est dangereux. Il faut qu'il y ait une prémédication au salbutamol pour. Okay. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Alors, comme vous avez, il faut faire une prémédication au salbutamol pour réduire l'hyperactivité bronchique. Et l'induction doit être faite au propofol. Pourquoi? Parce que le propofol, il est moins histamino-libérateur et par conséquent, il y a moins de risque de laryngospasme ou bronchospasme. Alors, quand c'est sévère, il faut reporter, et il faut reporter au moins 2 semaines. Parce que l'hyperactivité bronchique persiste pendant longtemps, et 2 semaines, c'est ce qui est, tout le monde est d'accord là-dessus. Quand vous avez une infection des voies modérées, c'est là où il y a le problème. AG, ok, si équipe expérimentée, si le nombre d'annulations est important en antérieur, si une surveillance post-opératoire adaptée, si pas d'intubation possible. Parce que quand on met la sonde d'intubation, il y a une hyperactivité bronchique et c'est là où il y a le risque de laryngospasme, de bronchospasme et de laryngospasme. Donc là, s'il n'y a pas d'intubation, il faut opérer le patient. Report si les parents souhaitent cela, ou si l'enfant a moins d'1 an, s'il y a une comorbidité respiratoire telle qu'un asthme bronchique, chirurgie des voies aériennes supérieures et une intubation requise. Donc, devant un enfant enrhumé, c'est comme ça qu'on doit procéder pour gérer de façon rationnelle le problème. Information sur la gestion de l'anxiété. Les enfants sont très anxieux. Et cette anxiété s'installe depuis la consultation d'anesthésie jusqu'à la pose du masque. Donc, pendant toute cette période, l'enfant est angoissé, il est anxieux. Et les deux pics, 2 secondes et je termine. Les 2 pics les plus importants de l'anxiété, c'est la séparation des parents et la pose du masque. Quand on sépare, on extrait l'enfant de sa mère ou de son père, alors il commence à pleurer, mais d'une façon importante, il est anxieux, il est angoissé, et ça pose problème au niveau de l'induction. Après, on va le voir. Et aussi, quand il arrive au bloc et on lui pose le masque, il devient angoissé, il s'agite, et c'est un grand problème. Alors, les conséquences de l'anxiété chez l'homme. Vous avez
l'agitation à l'induction et au réveil. Vous avez les troubles du comportement post-opératoire. Ces enfants qui peuvent poser des comportements, des troubles du comportement post-opératoire, tels que l'angoisse, la dépression, le refus de salir. Exactement. Et même, on a rapporté des douleurs post-opératoires importantes chez ces enfants qui étaient anxieux et qui n'ont pas été pris en charge. Alors, prévention de l'anxiété, comment on explique à l'enfant, on explique aux parents, et c'est le médecin anesthésiste qui fait ça. Prémédication pharmacologique, c'est important. Alors, on va voir cette prémédication et fait surtout appel aux benzodiazépines. Benzodiazépines parce qu'elles entraînent une anxiolyse et sont sédatifs et ils sont amnésiants. Alors, c'est ce qu'on utilise, ce qu'on utilise surtout, le midazolam, l'iplovène par voie sublinguale ou la orale ou la par voie rectale ou la par voie nasale. Donc, alors, vous m'avez. Monsieur Franck-Bacri. Où est-ce que je suis, cher ami? Bon, on peut avoir d'autres molécules telles que la clonidine et l'hydroxyzine, mais le produit de choix, c'est l'iplovène et c'est important. Consentement, le consentement est obligatoire. Il faut avoir l'autorisation des parents. Écrit, il faut le tracer. Voilà. Non, et nous avons un formulaire et ce formulaire doit être rempli par les parents et signé. Bon, enfin, on leur fait foi, quoi. Alors, en chirurgie programmée, l'accord des parents est nécessaire. S'il y a un refus, on n'a pas le droit de toucher le patient. Alors, en chirurgie d'urgence, même si on n'a pas l'accord, si l'accord est souhaitable, si on n'arrive pas à avoir l'accord parce que les parents ne sont pas là, parce que le malade a été ramené par les sapeurs-pompiers, et qu'il a un hématome extravérant, il faut le papier. C'est chaud. Parce qu'il y a le médecin qui doit signer. En France, il faut que le médecin appelle le procureur et le directeur. Mais là, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Bon, l'autorisation des parents. Et puis, donc, à l'issue de la consultation d'anesthésie, on doit établir le score ASA, on doit prescrire le gel pré-op, on doit prescrire l'éventuel bilan pré-op, on doit discuter la prémédication pharmacologique et décider de l'arrêt ou du maintien de traitement. La visite pré-anesthésique, il est nécessaire 48 heures avant, 24 heures avant. Et la conclusion, consultation d'anesthésie pédiatrique obligatoire avant tout geste réaliste sous anesthésie générale ou congèle. Et là, pour but d'évaluer le risque, d'établir la relation de confiance entre eux, délivrer l'information. Et la consultation se conclut par le recueil du consentement. Donc, il doit envoyer pour la visite anesthésique. Avec un bolique pour les gestes lourds, les gestes simples, actes endoscopiques, etc. Généralement, ceux qui sont responsables, c'est l'opérateur et l'anesthésiste. L'anesthésiste doit gérer cela avec les règles de l'art, qu'il faut. Et l'opérateur doit faire le geste correctement. Parce que s'il s'agit d'un acte opératoire avec des suites de saignement importants et que l'hémostase n'a pas été faite, la faute, c'est au chirurgien. C'est même pas la consultation d'anesthésiste. Il n'y a pas demandé de franchement, est-ce que l'anesthésiste est en mesure d'exiger la visite pré-anesthésique? Actuellement, ce qui se passe pas. Actuellement, elle est obligée de consulter le patient avant. Il doit l'exiger. Il n'est pas exigé. Eh bien, la recommandation est la pratique quotidienne. la recommandation de l'ASMA, elle est de haut niveau de preuve. Il est de haut niveau de preuve et par conséquent, il faut l'exécuter. Partons de l'autre contexte. En cas de problème. À qui incombe la responsabilité? La responsabilité, c'est les deux. C'est l'opérateur et l'anesthésiste. L'anesthésie. L'opérateur et l'anesthésiste. Même les cliniques, bien sûr. C'est l'opérateur et l'anesthésiste. L'opérateur, s'il n'a pas fait son geste correctement, s'il n'a pas fait son hémostase, s'il n'a pas. L'anesthésiste, s'il y a un bronchospasme, un laryngospasme, qui n'a pas joué ses règles. Problème.
C'est une question très importante. Là, en premier, le malade doit être vu avant. Supposons que le malade n'a pas été vu avant. Il faut qu'il soit vu en pré-anesthésie. En pré-anesthésie. Si l'anesthésiste voit qu'il y a une anomalie en pré-anesthésie et qu'il n'a pas refusé le malade, là, Je parle d'une situation bien particulière. voilà, ok. D'abord, le geste le plus simple. Endoscopie. On l'a envoyé l'endoscopie, il a été programmé. On l'anesthésiste a donné la sédation. Il ne s'est pas demandé est-ce que ce malade a eu une visite pré-anesthésique. D'abord, supposons que l'induction ou quel problème. L'endoscopie, C'est l'anesthésiste qui est responsable. Les deux, c'est-à-dire en fonction. C'est après. Les deux responsables, c'est soit l'anesthésiste, soit l'opérateur, soit l'anesthésiste n'a pas vu le malade, ou il y a eu des problèmes opératoires, c'est l'anesthésiste. Si l'opérateur a fait des conneries et que voilà. Oui. Cytopathie et excusez-moi, docteur. Cytopathie et anesthésie. Cytopathie mitochondriale. Cytopathie mitochondriale. Il faut voir l'état du foie, il faut voir le... Non, mais surtout, il y a certains anesthésies il faut éviter. Là, il faut éviter le propofol. Il faut éviter le propofol. Voilà. Il faut éviter le propofol. Elle dit la seule. Oui. Merci professeur pour la présentation. Merci professeur. Donc je veux juste vous parler, vous parliez un peu sur, pour revenir un peu sur l'anxiété préopératoire et péréopératoire. C'est un problème qu'on rencontre chaque jour, à chaque fois qu'on est devant un enfant qu'on doit opérer. Donc, l'influence de la présence des parents lors de l'induction anesthésique. Voilà. C'est une question qui revient d'une façon fréquente. Est-ce que la présence des parents est utile? Est-ce qu'il réduit le risque d'agitation à l'induction et l'anxiété et les troubles du comportement post-opératoire? C'est une question qui a été traitée. Et la plupart des travaux disent que la présence des parents à la salle d'induction n'est pas nécessaire parce qu'ils ne rajoutent pas grand-chose. Ils ne rajoutent pas grand-chose. Par contre, il peut même aggraver le problème si les parents sont stressés. Si les parents sont angoissés et sont stressés, ils peuvent aggraver le problème. Donc, moi, je pense que la prémédication est beaucoup plus efficace que la présence des parents à la salle. Ça se fait en France, mais... Oui. Bon, ce n'est pas une question, d'autant plus que je devine qu'il y a 3 anesthésistes avec nous. Anesthésie et IEC. Vous avez dit comme quoi ça peut engendrer des problèmes hémodynamiques en préopératoire. Exactement. Les IEC sont incriminés dans des angio-œdèmes non histaminiques. Le médiateur mis en cause, c'est la bradykinin. Et quand il y a une agression pour l'organisme, l'acte opératoire lui-même, c'est une agression pour l'organisme. Chez un enfant qui est sous EEC, il est beaucoup plus exposé à faire un angio-œdème que des anesthésistes appellent réaction anaphylaxie préopératoire. Juste cette précision. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les IEC, il faut les arrêter avant l'intervention. Parce que comme tu viens de dire, mais nous l'arrêtons surtout pour des raisons hémodynamiques. Nous l'arrêtons pour des raisons hémodynamiques. Oui. Merci beaucoup aussi pour votre belle communication. Et je passe donc la parole. C'est bon, comité, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, professeur Chejali. Merci, professeur Soulek, dans le bureau. Présente ces remerciements à tous les orateurs qui nous ont fait l'honneur de